Bonjour à tous, bienvenue au jeudi de l'Uni. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un créneau stratégique de l'industrie agroalimentaire. Il s'agit de la filière lait, ou devrait-on dire la problématique du lait. Les opérateurs économiques, en effet, sont aujourd'hui nombreux dans ce domaine d'activité. Ce débat, on l'a voulu d'abord un état des lieux, discuter un peu de tous ces problèmes qui entourent ce créneau et bien évidemment apporter des solutions. Certains opérateurs souhaitent aujourd'hui investir carrément. Ils ne veulent plus dépendre de la matière première, de la poudre de lait. Et la grande question, est-ce faisable? La législation algérienne le permet-elle? Autre point important, les prix, ce n'est jamais stable. Quelles sont les raisons? On parlera bien évidemment de ce marché international. Y a-t-il crise ou pas? Puisqu'on constate régulièrement des problèmes, des perturbations dans la distribution. La disponibilité de cette matière première, depuis la crise financière internationale de 2008, les choses se sont compliquées. On parle aujourd'hui carrément de concept de sécurité alimentaire. Autre point, et pas des moindres, cette question des subventions de l'État. Et là, il faut le dire carrément, ça arrange beaucoup d'opérateurs économiques. Doit-on continuer avec cette démarche ou plutôt faudrait-il subventionner à l'avenir les producteurs de lait cru, ce qui est présenté aujourd'hui d'ailleurs comme la véritable alternative, la véritable solution à ce problème. On parlera également du métier de collecteur. Leur nombre est-il suffisant? Y a-t-il suffisamment de structures de collecte? Voilà, grosso modo, de quoi il sera question aujourd'hui dans ces débats de l'Uni. Laissez-moi vous présenter mon panel du jour. D'abord, Monsieur Aïssa Bekay, vous êtes le directeur de la réglementation des marchés au ministère du Commerce. Bonjour, merci d'être avec nous. Avec nous également Monsieur Radjam Khouja Youssef, vous êtes le directeur de la régulation du développement de la production agricole au ministère de l'Agriculture. Bonjour. Avec vous également Monsieur Mahmoud Benchakour, vous êtes le président du CIL, qui est le comité interprofessionnel du lait, et Abdouhab Rahim, le président de l'UNI, l'Union nationale des investisseurs. Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ces débats de l'UNI. Alors, la toute première question que j'ai envie de vous poser, cette filière lait finalement, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que c'est l'une des plus compliquées en Algérie? Abdouhab Rahim. Elle n'est pas plus compliquée que les autres, effectivement, mais je dirais qu'aujourd'hui, il s'agit d'initier ou d'intéresser les investisseurs à aller dans cette filière. C'est une filière qui est une filière d'avenir, qui est une filière très importante, elle est stratégique pour le pays et qui gagne à être investie par un nombre plus important que le nombre d'opérateurs que nous avons aujourd'hui, que ce soit au niveau de la production de lait ou aussi au niveau de la transformation de lait. Donc c'est une filière extrêmement importante et elle est importante pour le pays et aussi elle est importante économiquement et aussi d'investissement. C'est pour cette raison que ce sujet est amené à être débattu aujourd'hui. À la résultante des participants de ce qu'ils vont nous dire. Et je suis persuadé que c'est une filière qui gagne à être dynamisée. Et qui aura beaucoup d'avenir. Alors, Monsieur Radjem Khouja, est-elle compliquée cette filière? Vous qui êtes au ministère de l'Agriculture, vous chapeautez plusieurs filières, précisément celle-ci, le lait. Bonjour tout le monde. Je dirais que utiliser le mot compliqué, c'est quand même trop fort. Toutes les filières ont leur complexité. La filière lait, les pouvoirs publics accordent un intérêt particulier à cette filière, au même titre que les céréales. Pourquoi? Car notre régime alimentaire est basé sur ces deux produits. Malheureusement, nous n'arrivons pas à satisfaire tous les besoins. Et c'est pour cela qu'on dit que cette filière est compliquée ou bien elle est complexe. D'une part, vous avez parlé de l'agro-industrie. Moi, je voudrais parler beaucoup plus de la production laitière produite en Algérie. Elle est plus complexe qu'une unité agroalimentaire qui est appelée uniquement à transformer une poudre qui n'est pas complexe. D'accord. Voilà.
Mahmoud Benchakour, vous qui êtes le président du CIL, le comité interprofessionnel de lait, donc vous rencontrez ces opérateurs qui sont dans ce domaine. Pensez-vous que c'est une filière tout de même complexe, compliquée? De toute façon, comme j'ai dit, elle est complexe et compliquée à la fois. Pourquoi elle est compliquée? Parce que nous avons deux types de lait qui sont en circulation sur le marché. Le lait reconstitué et le lait collecté, le lait cru. Et tous les deux ont des prix différents. Et la concurrence est déloyale au niveau du marché, au niveau du consommateur, parce qu'on ne peut pas faire évoluer le lait cru par rapport à l'attirance des prix vers le bas du lait reconstitué qui est soutenu par l'État. Bien entendu, il y a des aides étatiques aussi concernant le lait cru, mais reste insuffisante pour nous en tant que professionnels. Elle est complexe. Pourquoi elle est complexe? Parce que la production du lait cru, elle est soumise à beaucoup d'aléas. Des aléas climatiques d'abord. Dans notre pays, il ne pleut pas suffisamment. Nous sommes dans un pays aride et il n'y a pas suffisamment de production fourragère. La vache n'est plus ni moins qu'une usine à transformer des matières fourragères en lait. Les quantités et la qualité de ces produits fourragers qu'on donne sous forme de ration à la vache ne peuvent pas donner, ne sont pas suffisantes et elles ne sont pas de bonne qualité, et donc on ne peut pas avoir une bonne production laitière. Nous importons annuellement entre 15 000 et 20 000 vaches en moyenne, je n'ai pas le nombre exact, mais à peu près, et la production ne monte pas. Pourquoi? Parce que les vaches, dans leur pays d'origine, elles produisent entre 25 et 30 et 35 litres de lait. Quand elles viennent ici, elles produisent entre 15 et 20 litres de lait par jour. Nous allons tout à l'heure évoquer tout un chapitre sur cette production du lait cru. Voilà. Excellent. Donc ça, c'est vraiment pour avoir on va dire, un préambule à notre débat du jour. Alors, pour le côté commerce maintenant, Monsieur Bekkay, est-ce qu'elle est, cette filière, compliquée pour vous? On vient d'écouter les représentants de l'agriculture. Pour ce qui est du commerce, puisqu'on voit ces prix qui n'arrivent pas à se stabiliser. Je vous remercie pour l'invitation, pour traiter ce thème qui est la problématique du lait en Algérie. Pour ce qui est de notre secteur, je crois qu'il faut passer de cette problématique, c'est-à-dire il faut passer, c'est vrai qu'il y a une problématique, et cette problématique a été sentie, a été touchée à travers la perturbation qui a été enregistrée ces jours-ci au niveau du marché. Bon, pour nous, le commerce, c'est vrai, il y a un problème de l'indisponibilité de ce produit au niveau de quelques wilayats surtout, mais avec les investigations, avec les recherches, avec les enquêtes, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé qu'effectivement, toutes les mesures ont été prises par les pouvoirs publics pour assurer l'approvisionnement de la population. Il y a un organisme qui a été mis en place par les pouvoirs publics. C'est un organisme qui est chargé de la régulation du marché. Il y a des sommes rondelettes, il y a des sommes colossales qui ont été mises en place pour assurer l'importation de ce produit et pour assurer la machine de production au niveau local, au niveau national, pour assurer l'approvisionnement. C'est vrai qu'il y a eu un problème, il y a plusieurs angles de vision, il y a plusieurs interprétations, il y a plusieurs analyses qui ont été avancées sur les causes de cette crise. Effectivement. Si on parle de cette perturbation dans la distribution du sachet de lait, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que le sachet de lait est une sorte de baromètre pour dire il y a crise ou il n'y a pas crise? J'arriverai. Bon, pour ce qui a été constaté sur le marché, il y a une perturbation. Cette perturbation, vous dites qu'il y a plusieurs interprétations. Il y a des gens qui disent qu'il y a un rabattement sur le lait en sachet, ces consommateurs de Tetra Pak ou d'autres poudres de lait, parce qu'il y a une augmentation des prix de ces produits, il y a un rabattement sur le
sur le lait pasteurisé, sur le lait en sachet pasteurisé, sur ce produit soutenu par l'État. Il y a une deuxième interprétation aussi il y a une deuxième analyse qui a été avancée par l'ensemble des secteurs qui relèvent de l'État. Cette interprétation a porté sur un détournement de cette poudre de lait pour la confection, pour la fabrication, pour la production des produits laitiers. Bon, c'est vrai qu'il y a une prise en charge par les pouvoirs publics de ces interprétations. Il y a des enquêtes, il y a des mesures qui ont été prises. Mais la problématique, s'il y a une problématique, il n'y a pas de production nationale. La problématique réside dans notre dépendance, c'est-à-dire dans la domination de ce qui vient de l'extérieur. On est tributaire de ce qui se passe au niveau international sur la chose. Effectivement, il y a des conditions qui se sont conjuguées pour dire qu'il y a une flambée des prix à l'international. Et on en paye les conséquences. Et il y a la conséquence. La conséquence est là, c'est cette perturbation, peu importe les analyses qui ont été avancées, mais la problématique qui se pose au niveau, c'est-à-dire de l'Algérie, on ose dire ça, c'est cette dépendance. On est tributaire de ce qui ramène le bateau de l'extérieur. Alors, ce marché international, la solution aujourd'hui, c'est de produire du lait cru. Alors, il y a unanimité sur cette question. D'abord, je me tourne vers les invités qui sont avec nous au Jeudi de l'Uni. Il y a beaucoup de producteurs, de potentiels producteurs. Êtes-vous aujourd'hui intéressé par la production du lait cru à votre niveau ? Au sein même de vos structures, est-ce que vous y pensez? Est-ce que, à votre avis, tous les producteurs y pensent systématiquement aujourd'hui? Qui souhaite prendre la parole au premier? C'est M. Allali Hanafi, directeur général de Salswili Constantine. Donc, notre vocation, nous, c'est la transformation du lait. Nous avons pendant longtemps et beaucoup d'éleveurs, de collecteurs, nous avons eu beaucoup d'éleveurs, de collecteurs. Mais à un moment donné, nous nous sommes rendus compte que la qualité que nous voulons, n'était pas assez conséquente par rapport à ce que nous voulons comme transformation. Vous parlez de qualité ou de quantité? Qualité et quantité, mais beaucoup aussi de qualité. Il va falloir qu'aujourd'hui aussi, nous parlons de qualité. Parce que dans le lait, il faut qu'il y ait une traçabilité de l'éleveur jusqu'au transformateur. Et là, je peux vous dire qu'en qualité de transformateur, nous avons eu beaucoup d'accidents parce que le lait, à un moment donné, n'est pas contrôlé à un niveau donné. Donc, nous nous sommes dit que nous n'allons pas être uniquement des transformateurs. Nous pouvons être aussi à la fois éleveurs, collecteurs, producteurs et transformateurs de lait. Et là, on s'est attelé à avoir une première ferme avec expérimentation de 25 vaches. Et puis, durant cette année, nous voulons augmenter notre cheptel d'année en année de telle manière à avoir l'augmentation de qualité et aussi un lait de qualité, c'est-à-dire une traçabilité de l'éleveur jusqu'à la transformation de nos produits. D'accord. Les autres intervenants également, allez-y monsieur. Oui. Bonjour, Rachid Ibersian, artisan fromager et fromagerie Fafi. Je pense que le lait en lui-même, il est complexe, mais sa problématique, elle est toute simple. Il n'y a pas assez de vaches laitières en Algérie, c'est tout. C'est que, en plus, à plupart, on prend par exemple la wilaya de Tizi Ouzou, qui est un des leaders dans la production laitière. À plupart, c'est des petits élevages. Donc, il faut penser, premièrement, il faut avoir plus de vaches laitières. Et deuxièmement, ça veut dire qu'il faut peut-être un institut ou bien quelqu'un, un organisme scientifique pour augmenter la production laitière des vaches. C'est-à-dire peut-être qu'il faut trouver... Au sein de l'INA, par exemple, l'Institut national moi, d'agronomie. J'ai pensé aussi de créer un monsieur lait au niveau du ministère qui chapeaute, c'est-à-dire avoir de larges prérogatives,
de lui donner une carte blanche, quoi, donner par exemple un délai de 5 ans, revoir ça après 2 ans, 3 ans. S'il y a une augmentation, voilà, il n'y a pas assez de vaches. D'accord. Une chose, c'est que quand on voyage, par exemple en Europe, j'ai vécu en Gruyère en Suisse, au bord de la route, il y a plein de vaches. Ici, on ne les voit pas. Donc voilà, la problématique, elle est toute simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de vaches laitières. En plus, leur production, en Suisse, sur une moyenne, c'est 40 à 50 litres par vache. Ici, on arrive à 20 litres, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors vous, au sein des opérateurs, est-ce qu'il y a unanimité de cette question au sein de votre corporation? J'imagine que vous vous rencontrez assez régulièrement. Est-ce que vous discutez et vous dites, écoutez, il faut qu'on s'organise à présent et il faut qu'on développe cette filière production de lait et qu'on ne dépende plus de la poudre internationale, de la poudre? Avant, c'est aussi une industrie. C'est-à-dire que vous pensez qu'il y a des investisseurs qui sont intéressés à développer, parce que c'est rentable aussi. Parce que ce n'est pas seulement vouloir faire du lait. C'est une industrie rentable, performante. Vous savez que je ne sais pas combien l'Algérie importe de poudre de lait. Je ne sais pas, il y a des chiffres. On approche, c'est 1 milliard d'euros, de dollars, je ne sais pas. Donc si on transforme ça, c'est-à-dire qu'avec des investisseurs, une aide directe, c'est-à-dire qu'on sait, si vous voulez faire une usine, c'est-à-dire que, je ne sais pas, l'État aide directement pour augmenter, en plus dépasser les petits produits, c'est-à-dire que les petits éleveurs de 2-3 vaches, c'est arriver à des structures de 50, 100, 200 vaches, et pourquoi pas plus tard à des structures de 1000 vaches. Comment ça se fait? Je m'excuse, j'ai relevé une chose, c'est qu'au niveau du temps, vous savez, il y a un exemple très... L'Arabie Saoudite, c'est-à-dire que ce n'est pas un pays où il pleut beaucoup, mais il y a des structures de 1000 vaches, c'est-à-dire des modules de 1000 à 2000 vaches. Donc ce n'est pas un problème, c'est une question de volonté. D'organisation et surtout. Le monsieur au fond, oui? La problématique réside en amont de la chaîne. Au fait, la production laitière, c'est un ensemble de maillons. Il faut commencer par parler d'abord par la vache qui constitue la cellule de base pour produire le lait. L'Algérie a importé, je dirais, les meilleures races qui existent au monde concernant le lait. C'est parti dans la viande comme la Montbéliarde et la Holstein qui donnent beaucoup de lait. Et il faut savoir qu'une vache nous donne 305 jours de lait par an. Ensuite, elle se repose 2 mois pour nous donner un pic juste après. La gestion économique d'une vache, c'est une lactation par an, plus un veau ou une velle. Si cet équilibre vient à manquer, un des éléments vient à manquer, le déséquilibre il est là, donc la chaîne est systématiquement cassée. Rompue. Rompue. Donc il faut mettre dans le bien, il faut penser dans le bien-être de l'animal lui-même qui constitue la cellule de base pour parler de production en aval. La perte de veaux et de velles, sur le plan sanitaire, on a encore des problèmes sanitaires sur le terrain. Et le problème majeur aujourd'hui, c'est la ration alimentaire de la vache. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, même si on importe des génisses, on n'est pas apte, on va dire, à les rentabiliser? Absolument, absolument, parce qu'il faut mettre l'animal dans son milieu adéquat, qui répond à sa génétique, parce que c'est un animal qui a été sélectionné pour la production de lait ou pour la production de viande. Il faut mettre cet animal dans les conditions adéquates. Donc on n'arrive pas à mettre l'animal aujourd'hui dans les conditions adéquates. Et le facteur limitant au jour d'aujourd'hui en Algérie, d'ailleurs on en a discuté longuement avec le président de l'interprofessionnel, M. Bouchoukor, c'est l'alimentation des animaux. La problématique au jour d'aujourd'hui, c'est l'alimentation des animaux. On n'arrive pas à satisfaire correctement la ration alimentaire. Et il faut penser aussi au taux d'intégration. À quel est-ce qu'on est atteint? Est-ce qu'on a atteint un taux d'intégration quant à la production de lait? À combien nous revient aujourd'hui le litre de lait qui est produit ici localement? Un petit calcul, il y a certains éleveurs aujourd'hui qui sont en déficit dans le prix de revient. Ils perdent des dinars et des dinars par jour à assurer le régime alimentaire de leurs vaches. Donc ils sont déficitaires. Donc c'est un tout. Donc il me semble que le débat, avant de parler de la transformation et l'investissement, j'aurais aimé que ces investisseurs se lancent dans l'importation et la création de fermes pilotes à eux, qui vont gérer entièrement de l'amont et en aval. Il faudrait qu'ils ferment la boucle de production, ces investisseurs. Ils ont les moyens financiers. Il y a l'université algérienne à former des vétérinaires, des zootechniciens et de la compétence. Donc c'est le moment propice justement, c'est un appel que je lance à ces investisseurs de se lancer dans ce sens. Très bien. Créer des fermes pilotes. Alors, une réaction après tout ce qui vient d'être dit? Oui, M. Bekkay?
crois effectivement que le problème réside au niveau de l'investissement. Parce que pour ce qui est d'assurer l'approvisionnement par le biais c'est-à-dire d'un produit soutenu, c'est-à-dire le paquet a été mis en place. Pour ce qui est de la gestion de la qualité de ce produit sensible stratégique, je crois que les deux ministères viennent de signer une instruction qui met en place un ensemble de mesures pour veiller sur la qualité, sur la traçabilité du produit. C'est-à-dire, j'ai à mon niveau cette instruction qui va exiger de mettre des bandes sur le lait qui est la production nationale, le lait cru, une deuxième sur le lait reconstitué et une troisième sur le lait reconstitué, la production nationale, et ce lait soutenu par l'État. C'est récent? Je crois que c'est récent, oui. Ça vient d'être produit. Pour ce qui est de l'investissement, je vous donne un exemple. J'ai exercé au niveau de la région de Ouargla et j'ai visité la wilaya de Ghardaya. Je crois qu'il y a un exemple d'investissement, de volonté d'investissement. Il y a quelqu'un qui a plus de 400 vaches et après il y a une récolte de la luzerne, il fait la récolte 4 fois par an, je crois, là où il a assuré l'aliment de ces vaches. Et après vous avez il a la maison d'allaitement et après la maison sachet. Et j'ose dire que la wilaya de Ghardaya assure l'approvisionnement de toutes les wilayas du sud. C'est vrai qu'il y a 2 unités qui font le lait en sachet, mais un exemple, c'est-à-dire frappant sur la volonté d'investissement et pour dire que la solution vient de la production nationale. Alors, pour les représentants du ministère de l'Agriculture, pourquoi aujourd'hui il n'y a pas cette organisation justement pour multiplier la production du lait cru? Merci Alain. Je voudrais donner quelques indicateurs pour pouvoir situer un peu la problématique du lait. Nous produisons actuellement 3,5 milliards de litres de lait cru. Et nous importons l'équivalent d'1,5 milliard en poudre pour pouvoir satisfaire le marché. Ces 3,5 milliards de production de lait cru, nous arrivons à collecter uniquement entre 800 et 900 millions de litres. Donc vous voyez la marge de ce lait qui n'est pas collecté et qui ne passe pas par les unités de transformation. Ça, c'est d'une part. D'autre part, nous avons les capacités de produire. Le problème qui se pose actuellement, c'est l'organisation de cette profession, malgré la création du comité interprofessionnel qui a vu le jour il y a une dizaine d'années, où tous les segments de la profession sont représentés. Mais il y a cette jonction, cette synergie qui n'arrive pas à se faire entre les transformateurs et les producteurs. Le producteur est dans son coin, il produit mal an, bon an, sans être accompagné par ce transformateur qui attend ce lait qui lui parvient en petite quantité, en mauvaise qualité, qui vient de soulever, alors qu'il doit y avoir cette contractualisation entre le producteur et ce transformateur. Ça d'une part. D'autre part, nous avons vu des transformateurs agir et créer leur réseau de production à travers des contrats qui se font entre producteurs de lait et transformateurs. Le cas de Soumab est édifiant, c'est-à-dire qu'il a pu créer tout un réseau en venant en aide aux producteurs qui permettent à ces producteurs de produire plus, de mener une bonne conduite de leur élevage et qui permet de faire cette jonction entre le transformateur et le producteur.
Je crois que d'après ce qui vient d'être dit, on constate aisément que le grand facteur limitant, c'est un problème fourrager. Nous avons un déficit fourrager énorme. Parce que malgré qu'on importe les vaches ou qu'on les produise ici, si on n'arrive pas à les nourrir, on n'arrivera jamais à les faire bien produire. Et si on continue à importer les vaches et à importer leur alimentation, dans quelques années, l'importation de la poudre de lait s'imposera comme option. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Donc, il faut se retrousser les manches et produire les fourrages pour pouvoir alimenter les vaches pour qu'elles puissent produire correctement. Parce que nous importons des vaches à haut potentiel génétique et ici, elles ne peuvent pas extérioriser leur potentiel, faute d'alimentation, faute de bonne alimentation, en quantité et en qualité. Donc, c'est vrai que M. Rajam vient de citer des exemples. Ça ne veut pas dire que les gens ne travaillent pas, au contraire, il y a des initiatives comme celle qu'il vient de citer et d'autres aussi. Beaucoup d'unités de transformation de lait qui travaillent avec la poudre, qui travaillent aussi avec le lait cru, ont essayé de créer des fermes pour la production fourragère dans les zones où il y a possibilité d'irrigation. Parce que là, il faut bien savoir et se mettre dans la tête qu'on ne peut pas produire les fourrages sans irrigation. Il faudrait que les fourrages soient produits en irrigation continue. Donc, ils sont allés dans les zones où il y a des potentialités hydriques souterraines importantes, comme Biskra, El Oued, Gardaya, Tougourt, ils sont allés un peu partout. Ils ont créé des fermes et produisent des fourrages. Et ces fourrages viennent du sud vers le nord, parce que les élevages sont situés dans le nord. Et les unités de transformation également sont situées dans le nord, à proximité des zones de consommation. Ce qui fait qu'il y a une espèce de synergie qui est en train de se mettre en place. Donc, au niveau du comité interprofessionnel du lait, nous avons fait nos calculs. Et que si on arrive à avoir 200 000 hectares irrigables, nous pourrons produire les 4,5 milliards ou 5 milliards de litres de lait aisément. Donc, c'est à la portée de tout le monde. C'est un créneau porteur. C'est un créneau qui ne pose pas de problème de commercialisation, puisque la demande est importante, et M. Rahim l'a souligné dès le départ. Mais ça demande beaucoup de technicité et beaucoup de moyens financiers et beaucoup d'énergie dans ces zones que je viens de citer, que j'ai citées tout à l'heure. Vous êtes d'accord pour dire qu'il y a unanimité au sein des transformateurs pour devenir eux-mêmes producteurs? Au sein de la profession. De la profession. Oui. Qu'il y a possibilité de produire en organisant les zones de production fourragère et en apportant l'aide nécessaire, je ne sais pas moi, l'accès, la construction des pistes, l'amener de l'électricité, les forages d'eau, pour pouvoir produire les forages. Alors, ces transformateurs, c'est des concurrents, il faut le dire. Est-ce qu'ils peuvent se mettre d'accord pour, on va dire, développer la production? C'est dans leur intérêt, même s'ils sont concurrents sur le marché. La concurrence ne se pose pas ce problème-là, parce qu'il y a un déficit. Parce que plus on produit localement, moins on apportera de poudre de lait. La concurrence ne se pose pas maintenant, elle se posera au moment où on aura atteint un certain niveau de production. Pour le moment, le marché il est libre. Alors, Abdel Brahim, là, on voit que l'alternative, c'est la production du lait cru pour finalement en finir définitivement avec cette dépendance de la matière première. Et là, c'est carrément un débat de sécurité alimentaire. Les choses deviennent plus graves. Absolument. Et d'ailleurs, les solutions qui sont proposées, on parle de l'investissement. C'est vrai, il faut de l'investissement. Et derrière cet investissement, bien entendu, vous avez aussi, il faut arriver à la qualité de lait, qui est très importante, bien sûr. Mais quand on cherche un peu plus loin, on arrive à parler aussi de l'alimentation de ces vaches. Et monsieur, vous avez bien raison, parce qu'il ne s'agit pas d'importer des vaches. Si elles produisent 30 ou 40 litres dans leur pays d'origine, elles arrivent ici, on divise pratiquement par 2 et parfois par 3, et on n'arrive pas à sortir la tête du problème. Et derrière ça, qu'est-ce que nous avons? Nous avons encore une fois, et au même titre que toutes les autres filières, le problème du foncier. Monsieur vient de dire, il suffit tout simplement de prendre 200 000 hectares et notre problème est réglé. Mais pourquoi on n'a pas pris ces 200 000 hectares? 200 000 hectares, c'est rien, c'est pas grand-chose. Donc on revient à la problématique.
comme dans les autres secteurs, à la problématique du foncier. Il faut effectivement, vous avez raison, avant d'importer la vache, il faut probablement lui préparer ce qu'elle a à produire, parce que en fait, c'est ce qu'elle mange qu'elle produit. Et le point, c'est le foncier. Il faut que les producteurs de lait aient accès au foncier. C'est pas le foncier qui manque en Algérie, que ce soit au nord ou que ce soit au sud, c'est l'accès. C'est l'aspect administratif. Il faut que l'administration, le politique, les pouvoirs publics facilitent l'accès aux investisseurs pour effectivement aller dynamiser cette industrie, cet élevage. Vous savez, c'est toute cette filière-là. Et c'est ça la problématique. D'accord. Alors, Monsieur Khoudja, il y a quelques années, depuis 2008 surtout, avec la crise financière internationale, le gouvernement a un peu, on va dire, encouragé l'intégration du lait cru dans le système de production. Alors, 2008, 2004, 6 ans, est-ce que réellement, aujourd'hui, c'est pris en compte ou, on va dire, on est à la case départ? Puisqu'on sent toujours cette dépendance vis-à-vis de la poudre. Toujours, je reviens à la problématique du lait. À un moment donné, on a dit qu'en produisant plus, nous allons diminuer nos importations en poudre. Ça, c'est un faux débat. Vous pensez que c'est carrément faux? C'est un faux débat. Alors, expliquez. Pourquoi c'est un faux débat? Parce que le lait qu'on met sur le marché est un lait subventionné. Le lait conditionné à 25 dinars tue le lait produit local. Et là, je parle de la subvention. Donc c'est là le plus gros du problème, c'est la subvention. C'est la subvention. Ce n'est pas la subvention qu'on donne aux producteurs, c'est la subvention quand c'est une subvention des couches défavorisées, alors que le lait est disponible pour toutes les couches. Donc il faut revoir cette subvention. Il est impossible de maintenir un lait à 25 dinars et parler d'encourager la production locale. Donc déjà, si je comprends ce que vous voulez dire, il faut éliminer carrément cette subvention pour reprendre le débat. Éliminer, non, trouver une autre façon de donner cette subvention. Mais pas de cette manière-là. Pas de cette manière. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de réactions déjà vis-à-vis de cette question. Allez-y. Alors, Monsieur Pour le moment, la subvention est la solution pour assurer l'approvisionnement. S'il y a une production nationale, cette subvention sera pénalisante pour la production nationale. Maintenant, les pouvoirs publics font des réflexions sur ce système de subvention pour tous les produits. Ouais, pour tous les produits. Il y a le débat de... Et ses effets néfastes sur la production nationale. Mais s'il n'y a pas une production nationale, la subvention est la solution. Parce que, avec ces flambées des prix de la tonne de la poudre de lait à l'échelle à l'international, on ne peut pas assurer cet approvisionnement de la population. Mais pour le moment, cette subvention est la solution. Si vous avez... Bon, je sais qu'il y a une stratégie, je sais qu'il y a un développement, je sais qu'il y a des résultats, je sais qu'il y a une amélioration, je sais qu'il y a des efforts, même à Ardaya, il y a des exemples d'investissement. Mais on n'est pas arrivé à se libérer de cette domination de l'importation. On table sur l'importation pour assurer l'approvisionnement, qu'on veuille ou pas maintenant. Le problème, la dernière fois, cette crise, cette perturbation en matière d'approvisionnement du marché national, la solution, c'est-à-dire la vision, c'est pas l'accusation, c'est la défaillance, a été comptabilisée sur les pouvoirs publics qui n'ont pas assuré l'importation de ce produit. Et c'est là où la subvention est la solution. D'accord. Alors, vos réactions, vous voulez rebondir? Oui. Jean-Yves Rossi, donc je représente Danone Giurgiura. Je voulais réagir un peu avant sur l'accompagnement parce qu'on a une entreprise donc, avec 850 personnes et on collecte auprès de 1200 éleveurs à travers tout le territoire.
depuis 2004. On a passé le taux d'intégration de 0 en 2004, aujourd'hui 35%. Et on rêve évidemment d'aller vers 100% d'intégration pour toutes les raisons qu'on a évoquées, mais d'abord la qualité. C'est-à-dire que 35% de taux d'intégration du lait. Du lait cru. Voilà. Et donc c'est un effort, c'est un effort énorme. On voit 10 ans d'effort, on voit un passage de 0 à 35, c'est une première étape. C'est évidemment pas suffisant. Je crois qu'il faut persévérer. Je crois que les difficultés existent, mais je vois que la filière, quand même, tous les acteurs ont envie de développer la collecte de lait. Et les leviers sont bien identifiés. Ils ont été très largement évoqués ici. Il faut une relation de confiance entre les producteurs de lait et les transformateurs comme nous, avoir une contractualisation et un accompagnement dans la durée, parce qu'on est sur des métiers sur lesquels l'amélioration se fait pas instantanément, mais sur des années. Vous êtes satisfait pour le moment, voilà. en ces 10 ans? Il n'y a pas eu, on va dire, des incidents qui vous ont un peu découragé? Non, non, je crois qu'il faut vraiment persévérer. Non, au contraire, on est très encouragé parce qu'on est passé de 0 à 35 et on veut continuer. Donc c'est une très bonne étape. Donc on est plutôt positif. Maintenant, il y a un énorme travail d'accompagnement à faire pour aider les petits éleveurs. On a 2 programmes d'accompagnement. Un pour les éleveurs qui sont plus petits, qui ont leurs problématiques. La conduite de l'élevage, les aider. On peut monter les productions de ces éleveurs-là de 13 litres par jour par vache à 17, 20. Donc on voit le potentiel qu'il y a, ça c'est dans le cheptel existant. Et puis évidemment, il y a une deuxième problématique qui est, de possibilité, qui est d'investir dans des fermes de plus grande taille, de manière à développer très largement la production de lait, parce qu'on voit que les montants sont énormes, on parle de milliards de litres. Et ça existe, ça avance, on voit beaucoup de gens qui s'investissent là-dedans, de plus en plus de personnes. Je pense qu'il faut juste persévérer, continuer dans les axes qui ont été mentionnés. Je crois qu'il faut juste être réaliste et dire que ça prendra du temps. Mais nous, ça fait 10 ans qu'on est dedans et on va continuer doucement mais sûrement à développer. Voilà. Très bien. Oui. Bonjour à tout le monde. Monsieur Sarrab Al-Arbi, commissaire aux comptes et adhérent à l'UNI. Et je remercie toute l'assistance, les intervenants qui sont intervenus depuis tout à l'heure, parce que, en quelque sorte, ils m'ont transporté à 40 ans en arrière. Ça m'a rappelé les comités de volontariat de la révolution agraire. Sauf que M. Rahim m'a replacé dans le contexte actuel en parlant bien de l'investissement, de libérer les personnes et de les laisser travailler. Parce que là, le fait que nous sommes en train de voir les différents problèmes qui s'effectuent, nous sommes en quelque sorte substitués aux véritables intéressés. Alors que nous voyons à travers le monde le problème lorsqu'il y a intervention de l'État, lorsqu'il y a la gestion dans les moindres détails de toutes les opérations de l'économie, ça ne marchera jamais. D'abord, ce qui m'a motivé à l'UNI, dès le départ, c'est pour, en quelque sorte, revoir l'intervention de l'État dans l'économie. Parce que je vois, au moment des pénuries, on voit que tous les journalistes se sont impliqués dans le problème, la population qui s'est impliquée, les différents organismes, commission d'enquête de la part des pouvoirs publics. Et ce qui fait peur, je me pose la question, je me dis, est-ce que, surtout les interventions des pouvoirs publics, ça ne se fait pas au détriment des missions primordiales de l'État, à savoir État fort et puissance publique et État régulateur. Et la gestion doit être laissée aux concernés, aux personnes qui sont formées dans ce domaine-là. Et là, en tant que commissaire aux comptes et auditeur, et en quelque sorte aussi spécialiste en organisation, et je le dis dès maintenant, lorsqu'il y a intervention de l'État et subvention de certaines activités, bon, qui dit subvention, dit aussi mise en place de tout un dispositif de contrôle, et il n'y aura jamais, jamais un contrôle efficace qui pourra maîtriser l'ensemble des chaînes. Et là, je pose la question à M. Ben Charko, est-ce que, au cours de cette période-là, il n'y a pas eu une pression sur vous en voyant toutes ces interventions? Parce que là, intervention dans la gestion, et sans parler aussi des interventions des organes de contrôle, à l'image du commissaire aux comptes, de la Cour des comptes, de l'IGF. Alors avec une organisation pareille de l'économie, nous serons toujours bloqués avec des différents problèmes. Et je reviens, cette intervention-là, c'est pour en quelque sorte laisser les investisseurs
librement aller travailler. Et c'est à eux qui connaissent le domaine, qui sont sur le terrain, qui connaissent tous les problèmes. Et ce n'est pas à l'État de substituer à ces investisseurs-là. Et je souhaite que l'État revienne à ses missions primordiales, État fort, puissance publique et régulateur. Et non pas continuellement rester dans cette histoire de subvention. Dans la gestion. Alors, Monsieur Benchakour, justement, à la question de ce monsieur, donc membre de l'UNI, aujourd'hui, bon, un opérateur qui est dans la filière lait souffre des mêmes problèmes que les autres opérateurs. Évidemment que nous souffrons tous dans la filière. Mais celui qui souffre le plus, c'est le maillon faible, c'est l'éleveur. Il souffre parce qu'il ne bénéficie pas suffisamment des subventions. La subvention destinée au soutien du litre de lait reconstitué est beaucoup plus importante que celle qui va vers la production. Alors que c'est lui l'essentiel, finalement, dans cette équation. Pour un peu donner... je m'approche de la réalité. Je voudrais vous dire quelque chose qui s'approche de la réalité. Terre à terre. Voilà, terre à terre. Le coût de revient d'un litre de lait au niveau de l'étable, il est entre 55 et 70 dinars. Aujourd'hui, l'éleveur, il est payé entre 40 et 45 maximum. Donc, il y a perte. Comme il a dit M. Dr Idriss tout à l'heure, si jamais, au cours du cycle de production, il perd un veau, il a perdu toute la campagne. Donc, son exploitation ne peut pas être rentable. Dans les pays voisins, tout proches, le litre de lait, Maroc, Tunisie, où ils ont tous les deux, la Tunisie a la totalité de la couverture de ses besoins, ils produisent la quantité nécessaire pour s'autosuffire. Le Maroc, peut-être à 80%. Mais de toute façon, dans ces pays-là, le litre de lait n'est pas moins de 70 dinars. Notre monnaie, quoi. L'équivalent des dirhams, je ne sais pas combien, mais c'est 60 dinars chez nous. Donc le lait n'est pas payé à sa vraie valeur chez nous. Pourquoi? Comme il a dit tout à l'heure, M. Rajan, c'est que ce soutien au sachet de lait reconstitué freine le développement de la production nationale. Ce frein, il faudra trouver une solution. Nous ne sommes pas contre l'aide qu'il faut apporter aux petites bourses. Au contraire, il faut trouver une autre solution pour leur apporter le soutien. Et de cette façon-là, on éliminera tous les doutes qui pèsent actuellement. On dit ceci fait cela et ceci fait cela. Voilà ce que je peux dire. Oui, une réaction à Ibrahim? Il faut de la qualité, mais payée au juste coût. S'il n'y a pas de juste coût, tout est faussé. On a un problème au niveau de la qualité parce que l'éleveur ne pourra pas aligner la qualité qu'on lui demande. On a un problème dans dans sa propre exploitation parce qu'on le fragilise de fait. S'il perd un veau, il a tout perdu. Et on a un autre problème qui est inconcevable, que quelqu'un puisse travailler en perdant de l'argent. Ça ne peut pas. Donc, c'est bouché, quoi. Nous avons un mur devant nous. Bien entendu, tant qu'on continue à importer de la poudre et la subventionner, la production de lait national, elle est vouée à l'échec. Qu'on importe des vaches ou qu'on produise du fourrage qu'il faut pour nourrir ces vaches, mais tant qu'on a le lait en poudre qui est importé et ces subventions, il y a problème. Donc, il est important qu'on réfléchisse sérieusement à cette filière-là et de lui donner des priorités adéquates. Mais en tous les cas, il n'en est pas question de ne pas travailler sur les vrais coûts et le vrai prix. Parce que la meilleure façon d'atrophier une filière, c'est de la subventionner. Donc, vous voulez dire, si on continue avec cette histoire de dumping dans cette histoire, on n'ira pas loin. Et le problème persistera
Éternellement. On est sur une partition fausse, D'accord. à la base. Donc, on tourne en rond. Et voilà, et nous avons un lait nous avons un sachet de lait, nous avons une poudre de lait, et nous avons un lait d'une qualité qui n'est pas régulière, à la limite. Et on ne pourra pas faire grand-chose avec. Et voilà, donc on est là, on est en train de tourner. Chacun fait de son mieux, bien entendu. Hein. Les pouvoirs publics aussi, parce qu'ils sont tenus par la production. Il faut quand même couvrir la consommation. Mais je pense qu'il faut prendre le taureau, comme on dit, par les cornes et apporter des vraies solutions. Mais en tous les cas, les vraies solutions, et je dirais la pierre angulaire de ce secteur, c'est le juste prix sur des vrais coûts. Il faut que cette filière devienne économiquement viable. Si elle n'est pas économiquement viable, on n'ira pas très loin. Et on restera effectivement avec deux, trois vaches par-ci, 4 vaches par-là, etc. On continuera à faire. Donc, dans le global, nous produisons des milliards de litres, mais dans la finalité, on vit les mêmes problèmes. Donc, voilà. Quelqu'un d'autre souhaite rebondir sur cette question? Oui. Docteur Idress. Oui, je vais revenir toujours à proposer de travailler au niveau de la cellule basique, à la base, à la ferme et chez la vache. Je rejoins M. Pichokor tout à l'heure, il a réitéré une lactation, un veau, une velle. C'est au fait sur le plan économique, la vache, c'est ça son rapport économique. Ensuite, sur la notion de soutien, si on veut sauver cette production nationale en lait cru, on doit lui couper toutes les tentacules qui vont vers son asphyxie. Et parmi ces tentacules, c'est la subvention. Cette subvention, on ne peut pas faire du social économique. Si on veut sauver une branche, on n'a pas à lui injecter du social économique. Cette subvention, comme l'a dit M. Redjem, effectivement, cette subvention qui part pêle-mêle comme ça pour tout le monde, tue la production nationale parce qu'on sera obligé d'aller importer. Et cette importation, justement, qui tue à la source. Donc cette subvention du sachet de lait, elle ne fait pas du social. Ce lait est consommé par tout le monde. Donc il y a une marge qui part vers les gens qui peuvent se payer le litre du lait cru, il faut le dire crûment, comme le lait cru. Et c'est tout le monde qui bénéficie de cette subvention. Et quand on part comme ça dans cette subvention de lait en sachet pour tout le monde, on peut revenir même à l'histoire de la tomate, de la carotte. Elle est au même prix pour tout le monde au marché. Le riche, il paie 100 kg de carottes à 50 dinars. Le pauvre aussi, il paie sa carotte à 50 dinars. C'est là où réside le problème. De pain, etc. Exact. Les paliers à la consommation n'existent pas. On part dans le marché en Europe, on trouve de la tomate à 1 euro, 2, 3, 4, 5 euros, mais c'est tout le monde qui mange de la tomate. On trouve ça même chez nos pays voisins. Donc, pour sauver cette filière, moi, je propose d'abord que ces investisseurs se lancent dans un investissement fiable, avec une traçabilité, avec des données zootechniques et sanitaires, conformément à la réglementation sanitaire. Et cette réglementation sanitaire, comme l'ont dit certains, le ministère, c'est le rôle justement de la régulation et du côté législatif et sanitaire. Mais ça, c'est le mandat sanitaire. Je ne pense pas qu'ils ne souhaitent pas investir, au contraire, mais vu un peu toutes les difficultés que connaît l'investisseur de nos jours, particulièrement dans cette filière lait, ça devient compliqué. Oui, justement, pour pallier à ce problème, c'est à cet investisseur, justement, l'État ne l'empêche pas d'installer des fermes adéquates conformes aux normes zootechniques et sanitaires. Alors, les aides de l'État, je ne sais pas où nous en sommes aujourd'hui avec les crédits immobiliers que devait accorder la BADRE au profit de ces producteurs. Est-ce que c'est plus souple ou c'est tout aussi compliqué qu'avant, M. Nadjem Khoja? Oui, en ce qui concerne les crédits, bon, l'accès au crédit répond à l'ABC de crédit. Oui. Les règles de base. Les règles de base pour accéder au crédit. Néanmoins, nous, ministère de l'Agriculture, nous avons mis des produits disant qu'il y a des crédits qu'on appelle l'ERFIC, celui qui accompagne pour une année, qui est exonéré de tout intérêt, dont les intérêts sont pris en charge par les pouvoirs publics, par le ministère de l'Agriculture. Il y a l'autre produit, c'est pour les investisseurs, c'est le crédit Tahaddi, où les intérêts sont pris en charge aussi par les pouvoirs publics durant les 5 premières années, plus 7,
et 9 années. Entre 5 et 7 ans, c'est 1%. De 7 à 9 ans, c'est 3%. Mais les 5 premières années, le crédit est exonéré d'intérêt. Et il y a le crédit tahaddi fédératif. Ça, c'est mis justement pour nos amis transformateurs qui puissent prendre des crédits au nom des éleveurs. Il fédère autour de lui tous les éleveurs pour pouvoir mettre à leur disposition le cheptel et reprendre le produit de ce cheptel, c'est-à-dire le lait. Ce produit, mis en place par la Banque algérienne de développement rural, qu'on appelle le crédit tahaddi fédératif, est permis à tous les investisseurs d'accéder. Donc on va dire que c'est plus souple qu'avant aujourd'hui, avec tous ces types de crédits qui accompagnent l'investisseur. C'est plus souple, je vous ai répondu, qu'ils doivent répondre à des critères. À des critères de la banque. Voilà. Une fois qu'il a accès à ce crédit, il est exonéré d'intérêt. Ces taux d'intérêt sont pris en charge par les pouvoirs publics. D'accord. Alors cette équation producteur, collecteur, transformateur, est-ce qu'aujourd'hui il y a des intermédiaires entre ces différents acteurs? Est-ce qu'ils arrivent plus ou moins à s'organiser entre eux? Expliquez-nous un peu le fonctionnement de cette équation qui me paraît un peu compliquée vu tout ce qui vient d'être dit depuis le début de cette émission. Pour la filière, il y a l'intermédiaire, c'est le collecteur. Moi, j'ai une expérience dans un pays... Qui est intermédiaire entre le producteur et le transformateur. Celui qui collecte, il a 5 dinars. D'accord. L'État lui donne chaque litre collecté 5 dinars. Il y a aussi une chose, c'est que dans les conventions avec l'ONIL, c'est l'organisme qui gère les... L'office. Voilà, l'office. C'est qu'on peut donner ces 5 dinars au producteur, c'est-à-dire à l'éleveur directement, s'il ramène directement son lait, donc pour éviter... S'il est aussi collecteur, il est producteur et collecteur. Non, pas forcément. C'est-à-dire que s'il ramène son lait directement au transformateur, il a aussi 5 dinars. C'est-à-dire que pour augmenter un petit peu, lui donner un peu plus d'argent, il a 12 dinars plus 5 dinars. Déjà, c'est quand même... Mais c'est-à-dire que pour l'instant, on ne peut pas le faire. C'est-à-dire que le producteur, il ne peut pas le faire. Il n'y a que le collecteur. Il doit avoir un agrément de collecteur. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans la convention, c'est une ligne, ça existe. Mais elle n'est pas appliquée, voilà, au niveau de l'ONU. Voilà. D'accord. Alors, on a parlé un peu des problèmes, on va dire, de prise en charge des génisses, des vaches qui doivent produire ce lait. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème dans cette collecte? Est-ce que d'abord, il y a suffisamment de sites de collecte à travers le territoire national qui répondent aux normes, bien évidemment, des normes qui exigent les transformateurs pour intégrer cette qualité de lait dans leurs produits? Monsieur Radjem Khoja, allez-y. Je préfère expliquer un peu le cheminement de cette collecte, comment elle se fait. Nous avons un office interprofessionnel du lait qui contracte des conventions avec l'ensemble des transformateurs. Ces transformateurs doivent avoir des conventions avec des producteurs. Vous dites ensemble, c'est-à-dire aussi bien privé que public? Oui, bien sûr, on ne fait pas de différence. Ce transformateur doit faire des conventions avec des producteurs. Et le collecteur n'est qu'un prestataire. Le collecteur n'est qu'un prestataire qui doit ramener ce lait de chez ses producteurs et qui a une convention avec cette laiterie. Je ne sais pas si vous avez compris le cheminement. C'est que le collecteur n'est qu'un prestataire qui doit aller chercher le lait conventionné avec une laiterie. J'ai l'impression que le maillon là, le collecteur, est pris à part. Il n'est pas à part. Ce n'est qu'un prestataire de la laiterie. Il a son rôle à jouer, on est bien d'accord aussi. C'est un prestataire. Nous allons oublier un peu le soutien de l'État, essayer de voir le schéma tel qu'il est proposé. Alors, est-ce que ce métier est valorisé, le métier de collecteur aujourd'hui? En oubliant le soutien, il doit être payé par la laiterie, qui va l'engager à lui ramener, à lui collecter ce lait. Ce qui est logique. Alors qu'aujourd'hui,
Ce paiement se fait par l'État. Le collecteur est payé à 5 dinars par litre. Supposant qu'il n'y a pas ce soutien. Le transformateur, la laiterie, est tenue, elle est dans l'obligation d'engager un collecteur qu'elle doit payer pour lui ramener ce lait qu'elle a contracté avec l'ensemble des producteurs. Donc il faudrait revoir le mode de fonctionnement aujourd'hui, à votre avis. Ça pose aussi problème, cette histoire de subvention pour le collecteur. Non, je pense que c'est clair. Une laiterie qui a besoin de lait va contracter avec les producteurs de lait cru. Je parle de lait cru, hein. Oublions un peu la poudre. C'est le lait cru. Une laiterie a des conventions avec des producteurs pour lui produire ce lait pour faire fonctionner la laiterie. Pour collecter ce lait, elle va engager un prestataire qui est le collecteur. Alors, est-ce qu'il ne faut pas libéraliser justement, on va dire, aujourd'hui, les prix, permettre à une laiterie de contracter un collecteur avec un tarif bien précis? Peut-être que ça va engendrer, on va dire, une dynamique plus importante dans cette collecte de lait. Moi, je pose la question, je lance la proposition. Il n'y a pas un secteur aussi libre que l'agriculture. Il n'y a pas un secteur qui est privé comme l'agriculture. Nous détenons, l'État, 1% des exploitations. Donc, ils sont tout l'acte de production est privé. Tout l'acte de production est privé. D'accord. Est-ce qu'il y a un commentaire? Oui, Abdelbrahim. Si je comprends bien, le producteur de lait est subventionné. Oui. Le livreur du lait est pris en charge entièrement par l'État. Le lait cru. On parle uniquement de lait cru. Le cru. Oui, absolument. Et le client, à la fin, est subventionné. Non, dans ce cas-là, non. La poudre, c'est ça. Pardon. Le sachet de lait est subventionné. C'est une autre paire de manches. Il parle d'une autre chose. D'accord. Mais ce que je veux arriver à dire tout simplement que regardez le poids de subvention qu'il y a dans cette filière. Il ne reste plus qu'à subventionner les laiteries elles-mêmes, Mais je dis, n'est-ce pas? Vous voulez dire que tout est subventionné? Madame, Vous voulez en venir que tout est subventionné? non, je veux revenir en fait à dire, regardez, il y a trop de subventions dans cette filière. Elle est un peu étouffée, cette filière, elle est un peu étouffée par les subventions. Ce qui fait que... Je voudrais, si vous permettez, rebondir pour dire, pour préciser, et puis je vous donne la parole. Quand on parle de production de lait cru, parlons de soutien. Quand on parle de poudre de lait, parlons de subvention. Voilà, Là, pour éclaircir les choses. Pour éclaircir, pour ne pas faire l'amalgame. Oui, oui. Soutien, subvention. En subvention, le lait reconstitué à base de poudre de lait, qui est mis sur le marché à 27 dinars pour le consommateur. C'est la poudre qui est Ça, subventionnée. c'est la poudre qui est subventionnée. Il y a aussi une autre subvention, c'est la laiterie qui, quand elle transforme le lait collecté Ça, c'est un soutien. C'est pour ça que je ne voudrais pas qu'il y ait amalgame. Donc là, vous préférez parler de soutien dans ce cas de figure. Soutien, c'est en soutien l'éleveur. On soutient la production locale. Donc le mot subvention, on va le garder uniquement pour la poudre de lait, la matière première. Absolument. Voilà, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Très bien. Donc à l'avenir, on va utiliser le mot soutien pour tout ce qui est, on va dire, aide et tout le reste. Pour 1 litre de lait produit, l'État soutient le producteur 12 dinars. Pour 1 litre de lait produit. Pour 1 litre de lait collecté, l'État met 5 dinars. Pour 1 litre de lait intégré au niveau de la laiterie, l'État met 4 dinars et 6 dinars. Voilà comment aujourd'hui sont Ça, présentés. c'est le soutien. Très bien, très bien. Alors, à la production laitière. Il y a d'autres soutiens qui vont à l'investissement à la ferme.
Allez-y. Moi, cette fois-ci, je voudrais intervenir sur le prix du lait. Bon, il est affiché pour 25 dinars. Mais compte tenu de ces subventions et compte tenu de dispositifs qui doivent être mis en place, parce que qui dit subvention, il y a tout un dispositif de contrôle, d'intervention de l'État, etc. Mais tout ce dispositif-là, il est à la charge de la collectivité. Donc, le lait que nous payons à 25 dinars, en réalité, il nous revient beaucoup plus que ce 25 dinars, d'une manière indirecte, par les impôts. Parce que l'État, bon, on dit que c'est l'État qui est en train de soutenir, l'État qui est en train de subventionner. Mais tout cela, c'est finalement le contribuable, puisque le budget de l'État est alimenté par les contribuables. Donc, le fait de parler voilà, de 25 dinars le litre de lait, moi je pense bien, avec tout ce dispositif qui est mis en place, nous le payons beaucoup plus cher, d'une manière indirecte. Voilà. D'accord, oui. Je voulais poser une question. Est-ce que techniquement, ce n'est pas les gens qui sont dans le domaine, de produire du lait de vache naturelle à 25 dinars? Est-ce que c'est possible? D'accord, oui. Moi, je voudrais juste rebondir un peu sur la question des subventions. Parce qu'en fait, c'est ces subventions qui vont ou booster la production nationale ou la freiner. Avec cet arsenal de subventions et de soutien, l'État doit investir aussi dans le contrôle direct, le suivi sur le terrain de ces subventions. Parce qu'au moment de la collecte, justement, quand on ouvre comme ça des brèches, plusieurs tentacules, des malversations s'installent d'elles-mêmes. Le litre de lait, c'est ça le rôle justement que joue l'État, j'espère qu'il va être conforté, c'est de contrôler est-ce que ce sachet de lait est préparé justement avec ces 123 grammes de poudre pour produire un litre de lait. Est-ce que ce n'est pas du 60-80 grammes? Le rôle de l'État, justement, il est important. Mais par contre, pour les subventions, je préfère que le modèle doit être revu. Je préfère qu'ils soutiennent directement à la base, à la source. Aller chez l'éleveur et laisser un peu libre cours au lait de se vendre en deux temps, le lait en sachet et le lait cru. D'accord. Alors, la question du monsieur sur les 25 dinars de lait cru, bien évidemment, c'est... Même le lait reconstitué à base de poudre n'est pas à 25 dinars. Il est à 50 dinars, voire plus. Mais vu la subvention, c'est il la est revu subvention à la baisse. Qui le fixe à un prix de 25 dinars. D'accord. Moi, je parle des grandes fermes, c'est-à-dire qu'on appelle ça l'économie d'échelle. Si par exemple on arrive à avoir des modules de 1000, 2000 vaches, est-ce que techniquement on peut avoir un lait à 25 dinars, du lait cru à 25 dinars? Voilà. Je ne suis pas spécialiste de la question, mais je peux vous dire que c'est pratiquement impossible. Non, tant que le prix est libre de la production nationale, on ne va pas dire non. Mais ce que nous disons maintenant, le prix du lait pasteurisé, soutenu par l'État, est réglementé. Et toute augmentation fera l'objet d'une pratique de prix illicite. Mais pour le reste, les prix sont libres, malgré ce système de soutien. C'est vrai, mais enfin, quelque part, il y a une concurrence un peu déloyale. Pourquoi? Parce qu'on subventionne un lait, enfin un sachet de lait à 25 dinars, où l'État paye beaucoup d'argent pour avoir ça, mais il est consommé par tout le monde, la quasi-totalité. Pour le moment, on ne peut pas arriver à la qualifier ainsi, qu'il s'agit d'une concurrence déloyale. Parce que on parle de ça au stade de saturation, c'est-à-dire s'il y a une production nationale abondante. On peut parler de ça. Mais maintenant, ce qu'on a, vous avez parlé du juste coût, du prix réel, du prix du juste prix. Et le monsieur a parlé de ce système des subventions qui gênent l'économie nationale, effectivement. Mais l'État travaille sur deux fronts. Le premier front, c'est de continuer à subventionner pour assurer l'approvisionnement. Le deuxième front, c'est une panoplie, c'est des trains de mesures c'est-à-dire pour assurer cette production nationale. Si vous parlez de l'ensemble des facteurs de production qui sont le travail et le crédit. Maintenant, le prix de l'argent, c'est l'intérêt. On commence à ne pas avoir un prix pour l'argent pour encourager cette filière. Le paquet est mis c'est-à-dire par les pouvoirs publics. Au début, notre ami de Flaha parlait de l'ONIL. L'ONIL,
au début, c'était l'onil de la poudre de lait. Il ramène, il achète sur le marché national et il assure l'approvisionnement des unités du lait qui font le lait pasteurisé. Mais maintenant, il est en train de jouer un autre rôle pour encourager, pour développer, pour évoluer la production nationale. Et c'est mentionné sur les textes de création de cet organisme. Maintenant, on travaille sur deux fronts. Est-ce que nous pouvons demain arrêter ce système de subvention? C'est gênant. La dernière fois, moins 5, on a instauré un système de subvention pour l'haricot sec. Moins 5. Mais heureusement, c'est le hal. Alors, oui. Mais je veux dire tout simplement, un producteur de lait, du lait cru, qui lui revient à 60 dinars ou à 70 dinars, d'accord. S'il arrive sur le marché, il y a du lait en sachet à 25 dinars. Il est clair que c'est ce lait-là à 25 dinars qui prend plus comment on appelle ça ? De consommateurs. Qui prend plus de consommateurs. Maintenant, c'est ça la problématique. Maintenant, si le lait, il est vendu à juste coût sur le marché en entier, là, les producteurs vont trouver effectivement intérêt à dynamiser parce que le produit devient économique et on pourra inverser la tendance. Moi, je dis, il ne faut pas arrêter tout de suite ce sachet de lait, mais néanmoins, il faut commencer à rentrer dans un processus qui va s'étaler sur un certain nombre de temps, à juger par la situation, bien entendu, à faire prévaloir beaucoup plus la production de lait cru et la consommation de lait cru que la consommation via la poudre et via la subvention, via le sachet, etc. D'accord. Alors, oui, vous voulez rebondir sur ce point ? Vous avez raison quand on dit que c'est pénalisant, ce système de subvention. Mais à quel point ? Au point où il y a, c'est-à-dire une production nationale, on commence à raisonner, c'est-à-dire de la sorte. C'est pas grave, parce que vous avez le lait cru et vous avez le lait pasteurisé en sachet et vous avez la consommation de ce lait de briques de Ditrapac. Il y a toujours des consommateurs, il y a toujours des acheteurs. Et ils laissent le lait pasteurisé et ils achètent le lait condensé. C'est une question de pouvoir d'achat, bon là. C'est-à-dire, on n'est pas au stade de dire qu'il y a une... peut-être vous stigmatisez ce système de subvention, c'est vrai. Mais de dire qu'il s'agit d'une concurrence déloyale, c'est un peu trop. Moi, je vous donne un exemple, non pas de producteur, mais de grande distribution. Voilà, de clients. Alors, je vais vous dire, on met le paquet, le lait conditionné en haut, dans la gondole, et le lait à 25 dinars en bas, à la portée des gens, bien entendu. Les gens commencent à piocher en haut quand c'est fini en bas. Mais quand il remplit en bas... Paradoxalement, c'est que ce lait de sachet à 25 dinars, il est très bon, hein, en termes de qualité. Mais je vais vous dire, mais les gens, effectivement, quand ils voient le lait en haut à 100 dinars ou à 80 dinars ou à 65 dinars, il y a la différence, les gens préfèrent prendre le sachet. D'autant plus que ce sachet, il est écrit un peu dans notre mémoire, parce que c'est un sachet qui existe depuis très 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 longtemps. Depuis, rappelez-vous, on a lait, Colétal, etc. Donc c'est un produit qui est bien perçu. Je vous assure que les gens, ils achètent le lait plus cher quand ils ne trouvent pas le lait en sachet, le 25 dinars. Et il faut dire aussi, on n'en trouve pas très souvent. C'est très, très, je dirais, c'est assez tendu comme production. Il ne s'agit pas d'une concurrence déloyale dans la mesure où, sur l'étalage, le lait pasteurisé, c'est un lait issu de la poudre et l'autre de la vache, au moins. Au moins ça. Alors, M. Benchakour. Personnellement, je peux dire quelque chose. Je suis très satisfait que les prix sur le marché international de la poudre de lait continuent à augmenter. Eh bien voilà. Voilà ce qui est dit crûment. Voilà. Comme l'a souligné le docteur Idriss voilà. tout à l'heure. Parce que ceci nous emmène à dire que la majorité du lait collecté, c'est-à-dire le lait cru,
va vers les transformateurs, va vers les dérivés. Il est mieux rémunéré, il est mieux payé. Et ça empêche la concurrence au niveau du marché de détail. Mais ce qu'il y a d'important, c'est que si les prix de la poudre de lait restent élevés, ça va nous permettre d'avoir des unités de transformation qui vont acquérir beaucoup de technologies dans la matière de la transformation de lait. Vous voulez dire que c'est un mal pour un bien? C'est un mal indispensable pour nous, parce que ça a fait évoluer l'industrie de la transformation de lait. Il y a quelques années, on n'avait que le camembert qui était connu depuis 10 ans à peu près. Mais maintenant, il y a un nombre important de types de fromages. De produits voilà, issus de la transformation. Donc les gens ont évolué. Je crois qu'il faut laisser le lait en poudre tel qu'il est. Même si la poudre de lait va baisser sur le marché extérieur, il ne faut pas importer plus sous prétexte qu'elle est bon marché et il vaut mieux inonder le marché. Parce que c'est comme ça qu'on a été piégé. C'est quand la poudre de lait était très bon marché sur le marché extérieur, on a délaissé nos élevages en disant « Tiens, j'importe un lait de bon marché, ce n'est pas la peine de faire de l'élevage ». C'est comme ça que nous avons été piégés. Et maintenant que la poudre de lait, les prix de la poudre de lait ont repris l'ascenseur, eh ben, on n'arrive pas à produire. D'accord. Donc, ça c'est une chose, il faut que la barre reste tout le temps haut. La poudre de lait, même si elle baisse sur le marché international, eh ben, s'il faut l'imposer, pour qu'elle ne soit pas moins chère, il faut l'imposer. D'accord. Alors sur le plan qualité, je pose une question de novice. À comparer entre le lait cru et le lait en poudre, sur le plan gustatif, sur le plan nutritionnel, il y a une différence, je présume. À vous de répondre. Alors là, c'est les spécialistes qui doivent nous répondre, ceux qui sont carrément dans la transformation. Nous, on fait la transformation de lait puisqu'on fait du yaourt. Quand on sèche le lait, on perd une partie de ce qu'il y a dans le lait. Alors, nutritivement, ça va parce qu'on retrouve quand même le principal, notamment les protéines, le calcium, etc. Donc, un sachet de lait, il est très bon nutritionnellement. Mais gustativement, on perd un petit peu dans le processus de séchage parce que quand on sèche, on enlève l'eau et on enlève un petit peu quelque chose d'autre. Donc, effectivement, si je vous ai goûté aujourd'hui un yaourt à base de lait cru ou un yaourt à base de lait en poudre, gustativement, il y a quand même une différence. Et c'est aussi ça qui nous motive. Mais ça part d'un... Alors, il faut partir d'un lait cru de qualité. On l'a dit tout à l'heure, c'est essentiel. Ce n'est pas le lait cru qui est en soi forcément meilleur que le lait en poudre. C'est un lait cru de qualité ou une poudre de lait de qualité. On perd un petit quelque chose comme dans la poudre. D'accord, oui. Quand on prend du lait, au fait, il est composé de 3 parties. On a le beurre, le bas beurre et le lactosérum. Le beurre, c'est ce qui retient en fait toutes les vitamines qui se dissoudent dans les huiles, c'est l'odeur et c'est le caractère organoleptique du lait, le goût. Ensuite, vous avez le bas beurre et le lactosérum, c'est des minéraux. Donc, quand on fait la préparation du lait en sachet, quand il vient, il y a le lait écrémé, demi-écrémé, ensuite on passe à la pasteurisation quand c'est pasteurisé, et quand on enlève un taux de matière grasse pour le préparer, on rajoute justement pour garder cette odeur, cette valeur organoleptique, on ajoute certaines vitamines, entre autres lipolytiques du groupe A, D, du groupe D. C'est pour donner au fait aux citoyens un bol de lait, l'écolier quand il part le matin à l'école, quand on lui donne son bol de lait, il doit prendre sa dose de calcium aussi. On ne va pas en faire des rachitiques à la langue. Donc il est vitaminé D. C'est pour cette raison que le contrôle justement de la préparation du lait en poudre de reconstitution, on doit veiller sur le contrôle de sa préparation. Il faut systématiquement 103 grammes et pas moins. Parce qu'il viendra peut-être un jour, Inch'Allah, où on va consommer du lait cru chez nous en Algérie, mais on a adapté notre système digestif à prendre du lait en sachet. On a pris l'habitude. Exactement. Et on risque de créer d'autres problèmes sanitaires. Les conséquences peuvent être terribles. Terribles. Maintenant, si on vient à la qualité, même chez nous, on détient quand même des médicaments, des smecta, des pansements gastriques. C'est un peu dû aussi à cette malbouffe qu'on mange au quotidien. On n'a pas à avoir du smecta ou là des antiacides à la maison. Ça, c'est sur prescription médicale. Mais en attendant, on est obligé de toute façon de faire une transition de cette manière et ne pas perdre, comme l'a dit M. Bouchakour et M. Djeb, le lait en poudre doit jouer sa transition pour passer à un état meilleur.
Alors, une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le problème n'est pas dans, j'ai envie de dire, le caractère sectoriel de la politique du lait? Dès qu'on pense au lait, c'est l'agriculture, à moindre effet peut-être le commerce, alors qu'il y a d'autres secteurs qui doivent intervenir aujourd'hui pour, on va dire, régler cette problématique du lait. Monsieur Henny, de la Fondation Filaha Inno. En plus de ce qu'a dit mon ami le docteur Idriss ici, et en marge de toutes les questions qui ont été posées, justement sur cette question de production, je voudrais revenir justement sur cette interaction qui existe en matière de production et de prix. Premièrement, comme l'a souligné tout à l'heure M. Rahim, il y a un problème de carte, je dis bien de carte géographique en ce qui concerne justement la production laitière, et surtout en matière d'élevage. Pour toute la production en Algérie, pour justement réduire la dépendance, cette dépendance économique, ou cette dépendance en quelque sorte, en matière de production laitière. Je crois que M. Radjam pourrait nous répondre par l'intermédiaire de la direction de l'organisation du patrimoine foncier, agricole bien sûr, pour dire qu'il faut des réserves dans le territoire, que ce soit au nord, au centre ou bien au sud, qui doivent être réservées à l'élevage proprement dit. Et pour répondre justement à une industrie de transformation laitière, il faut une véritable production intensive en matière d'élevage, tout autour de cette transformation, de ces unités de transformation, pour la réduction des problèmes liés à la collecte, d'une part, et en même temps une sorte de concertation entre éleveurs et transformateurs. Donc il y aura en quelque sorte, en matière d'économie moderne, une sorte d'accointance entre l'industrie de transformation et l'industrie d'élevage proprement parlé. Tout ceci autour de la question périclite, évidemment, les pâturages, les fourrages, et pour lesquels il faut des réserves sur lesquelles interviennent non seulement l'éleveur, mais aussi le transformateur. Ceci dit, cette question aussi de vérité des prix, parce qu'il faut en parler. Il faut en parler. Il n'est pas question de dire que le sachet de lait doit être soutenu parce qu'il est transformé, il est à base de poudre, et puis l'autre paquet de lait qui coûte 3 fois plus. Donc il y a une question qui cloche là-dedans. Et pour en revenir justement à ce qu'a dit tout à l'heure M. Benchakour, il est évident que l'éleveur est beaucoup plus intéressé à voir le prix de la poudre de lait augmenter pour entrer évidemment dans ses intérêts, à proprement parler. Alors cette question de subvention, cette question de soutien, cette question évidemment ne pourrait être amortie progressivement que par une véritable politique de détermination. Comme vous le voyez par exemple en France, nous avons des régions spécialisées en matière d'élevage et de production de lait. L'Auvergne, la Bretagne, le Nord, etc. Et ainsi, et nous le savons ici, qu'il y a une forte production beaucoup plus à l'est qu'à l'ouest ou bien au centre, en matière de production laitière. Ceci dit, est-ce que, je pose la question encore une fois à M. Radjam, est-ce qu'il y a une véritable politique de traçage d'une véritable carte géographique en matière d'élevage comme en matière céréalière, ce qui constitue des produits de base et qui constitue jusqu'à présent une dépendance dans l'enveloppe alimentaire, une véritable dépendance du pays. Alors, est-ce que c'est clair au sein de l'agriculture? Enfin, la carte agricole, ce que vous voulez dire. Oui. Vous avez constaté, Gak, qu'aujourd'hui, nous avons remarqué que la production de pommes de terre nous vient du sud, d'Eloued. Alors qu'avant, on ne produisait rien du tout à Eloued. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la carte agricole a changé. M. Benchakour a souligné tout à l'heure qu'il nous faut 200 000 hectares pour produire des fourrages. Il nous faut 200 000 hectares d'irrigués.
nous disposons aujourd'hui d'1 200 000 hectares d'irrigués pour toute la SAU. N'oubliez pas que la SAU n'est pas énorme en Algérie. Elle n'est que de 8 millions d'hectares. Si on doit consacrer les 200 000 pour produire des fourrages, il faut surface agricole. Surface agricole utile, c'est là où on peut produire. Si aujourd'hui on doit consacrer les 200 000 hectares uniquement pour produire des fourrages, il faut aller aux avantages comparatifs. Est-ce qu'aujourd'hui, un arbre, je dois faire des agrumes ou dois-je faire des fourrages? Peut-être que les agrumes vont me rapporter plus. C'est plus rentable. C'est plus rentable. Quand on a uniquement 1 200 000 hectares, nous travaillons pour aller plus, pour essayer d'augmenter notre superficie irriguée à l'horizon 2019 vers 2 millions d'hectares. Mais consacrer 200 000 hectares pour uniquement produire des fourrages. D'accord. Alors, le caractère sectoriel, pour reprendre ma question. La partie, le sud, le Sahara est compris dans ce que vous venez de dire? Le périmètre, je veux dire... Pour le moment, notre surface agricole utile, elle est de 8 millions d'hectares. Pas le Grand Sud. On n'est pas dans le Grand Sud. On n'est pas dans le Grand Sud. Le Grand Sud n'est pas en agricole utile, pour le moment. D'accord, ok. Alors, monsieur, je continue avec vous, monsieur Aladjem Khouja. Aujourd'hui, vous, en tant que ministère de l'Agriculture, vous souhaitez que d'autres départements ministériels soient plus impliqués, on va dire, dans cette politique du lait? Parce qu'on a l'impression que c'est vraiment un caractère sectoriel qui prédomine. Nous travaillons en concert avec nos collègues du commerce et nos collègues de l'industrie. Tout le monde est impliqué dans ce secteur. Il n'y a pas une primauté, peut-être que, parce que l'acte de produire, c'est l'agriculture, mais je pense qu'il y a une synergie, il y a une complémentarité entre les différents secteurs. D'accord. Une autre intervention à ce stade, puisqu'on arrivera pratiquement bientôt à la fin de cette émission. Abdel Brahim? Vous voulez dire un monsieur lait? Pas forcément. Voilà. Un plan lait. À la rigueur, voilà. Donc, mais on en sera encore à la création d'un office ou d'un nouvel organisme administratif. Est-ce que réellement, ça sera la solution? Non, mais je dis, comme d'autres pays, comment les autres pays ils ont avancé? Parce qu'ils ont fait des plans. Ils ont fait des plans, que ce soit dans le développement informatique. Ils ont fait des plans sur un sujet de la science, par exemple. On a vu des pays, comment le Japon s'est lancé dans l'informatique, parce qu'il y a eu un plan informatique. Ils l'ont mis pendant 10 ans, pendant 15 ans, ils se sont dit, bon, on va faire ceci. Aujourd'hui, vous avez des plans un peu à travers le monde, grosso modo. Une des parties importantes, c'est l'agriculture, l'alimentaire. L'alimentaire est extrêmement important. Ça devient, c'est stratégique. Donc, il y a un plan sur 10 ans et on se dit effectivement, le lait, c'est stratégique pour nous. Écoutez, on va se donner les moyens sur 10 ans. On va arriver dans 10 ans à boucler, à avoir notre autonomie. Donc, pendant ces 10 ans, tout se met en pratique, petit à petit, bien entendu. Donc, c'est ça. Il faut avoir ce plan, cette vision pour sortir un peu de cette, je dirais, de cette situation à tourner en rond entre l'éleveur, la subvention, la poudre, voilà. D'accord. Alors, en guise de clôture, comme vient de le faire Abdelwahab Brahim, qui a un peu donné un peu son idée, comment peut-on et doit-on régler cette problématique du lait, afin d'assainir, on va dire, ce créneau d'activité, ce secteur d'activité. Quelles seraient, on va dire, les solutions les plus urgentes aujourd'hui à proposer pour finalement régler tous ces problèmes dont on a parlé depuis le début de ce nouveau numéro des Jeudis de l'Uni? Monsieur Aladjem Khouja. En résumé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est temps de ne pas bricoler, qu'il faut moderniser cette filière. Voilà la conclusion que je peux dire. D'accord. Monsieur Si Ben Chkora a parlé de cet aspect positif de la crise, de la perturbation de la dernière fois. Effectivement, parce qu'on fait l'importation pour deux choses. C'est-à-dire il y a deux acquéreurs de la poudre de lait sur le plan
sur le plan international pour nous. Il y a l'ONIL qui ramène cette poudre de lait pour les unités. Il y a le privé qui ramène la poudre de lait pour les dérivés, pour les produits laitiers. À la flambée des prix à l'international, il y a une récession en matière d'importation par le privé. Et ce privé s'est dirigé vers la production nationale, qui était une bonne chose, ce qui a donné à réfléchir aux uns et aux autres. Il y avait un aspect positif pour cette crise. D'accord. Monsieur Benchakour, je vous donne le mot de fin pratiquement. Donc, comme je disais, quelles seraient les solutions les plus urgentes pour assainir, hein, on va dire, tout ce créneau de la filière lait? C'est très difficile à dire, mais quand même, je vais essayer de dire quelque chose. Il faut absolument, comme vient de dire M. Rajem, ne pas bricoler. Il faut passer à l'action. Quelle est cette action? Cette action, c'est de produire les fourrages, créer un marché fourrager. Ne plus laisser nos vaches en sous-alimentation. Il faut qu'on les nourrisse correctement. Une fois qu'on arrive à maîtriser le problème de l'alimentation, tous les autres problèmes seront facilement maîtrisables. Aussi bien... Et de meilleure qualité. De meilleure qualité. Sur le plan sanitaire, nous avons des vétérinaires en grand nombre et en compétence, il n'y a rien à dire sur ce problème-là. Nous allons avoir un problème, bien sûr, qui va se surgir rapidement. C'est celui de l'habitat, c'est-à-dire le logement des animaux. Il faut quand même leur créer un environnement qui convienne pour qu'elles extériorisent leur potentialité. Mais pour cela, comment faut-il faire? Il faudrait absolument... Nous sommes dans un pays aride, comme j'ai dit ce matin. Et nous sommes dans un pays où l'eau, je pense que c'est la source la plus chère chez nous. Il faut absolument ne pas gaspiller. Nous gaspillons énormément d'eau. Il faut absolument que toutes les eaux usées doivent être emmagasinées, traitées et utilisées pour l'agriculture, pour la production des fourrages. Toutes les eaux souterraines également doivent être traitées, ou captées et utilisées pour la production fourragère. Les eaux des barrages également, parce que maintenant, il y a la chance qu'on peut dessaler les eaux de mer et les utiliser pour l'alimentation humaine. Donc, ça veut dire, ce que je voudrais dire, c'est que dans toutes les villes côtières, et qui sont les plus importantes, puisque nous habitons tous la côte, presque, toutes ces villes devraient être alimentées par l'eau de mer. Et tous les barrages devraient être restitués à l'agriculture. Et de là, nous pourrons produire nos fourrages. Parallèlement à cela, il faudrait contingenter l'importation de la poudre de lait. Il faudrait qu'on arrive à dire, chaque année, on diminue de 10%. À la production nationale, de compenser. C'est-à-dire qu'ils ont pour objectif de produire les 10% qu'on a diminué sur la poudre de lait. Et avec des encourager la production nationale. Pour encourager. Si on ne fait pas ça, je crois qu'on va encore se perdre sur les voies à suivre et on ne va pas se retrouver. Très bien, merci. Merci beaucoup. Abdou Brahim, débat très instructif aujourd'hui. Absolument. D'abord, on en a pris des choses sur le lait. Oh, pas mal de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un secteur qui est en plein essor. C'est un secteur où il faut des investissements importants. D'ailleurs, on le dit, il ne faut pas bricoler. Ça a des avantages importants, d'autant plus que c'est un secteur qui est en dynamique continuelle. Donc c'est un secteur qu'il faut investir. Et nous conseillons à tous nos investisseurs d'y intéresser de très très près, parce qu'il y a de l'avenir dans ce secteur-là. Très bien. Voilà. Et c'est bien le credo de l'UNI. Merci. Absolument. Abdou Brahim, président de l'UNI. Merci bien sûr à nos panélistes qui ont animé aujourd'hui ce débat sur la problématique lait. Rajem Khouja Youssef du ministère de l'Agriculture, également Mahmoud Benchakour, le président du CIL, le comité interprofessionnel de lait. Merci aussi à M. Aïssa Bekkay du ministère du Commerce. Voilà donc aujourd'hui pour ce débat autour de la problématique du lait au sein de l'UNI. Et je vous dis à la prochaine. Merci.